Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette dernière table ronde de cette troisième édition de Babelika, le Salon international du livre de l'édition indépendante. Je suis Myrline Pierre, éditrice chez Leg Éditions et en parallèle, je suis doctorante au sein du laboratoire LIS, au sein de l'Université Paris-Excréteil et de l'École universitaire de la recherche du Grand Paris et UOFRAP. Cet après-midi, ce soir pour moi, notre table ronde a pour titre créer et écrire en contexte de crise le dilemme haïtien. Dans cette table ronde, nous ferons, comme vous l'avez remarqué dans nos affiches, nous ferons un focus sur les créations littéraires et artistiques et aussi de l'édition et aussi sur l'édition en Haïti, plus particulièrement sur la création en temps de crise. Notre discussion va se tourner autour de grandes questions, bien de principales questions, à savoir comment écrire et éditer un territoire assiégé, en quoi l'état de siège peut-il influencer la production littéraire et artistique. Avant d'implanter le décor, j'aimerais remercier l'Alliance internationale de l'édition indépendante pour la tenue de cette troisième édition de Babelika, qui nous donne le privilège de nous mettre en avant dans des tables rondes, ateliers, lectures et rencontres professionnelles. Merci Camille, merci Laurence. Cet après-midi, nous recevons quatre professionnels très actifs dans la promotion du livre et des arts haïtiens, qui sont Marie-Alice Théa. Marie-Alice Théa qui est galériste, commissaire d'exposition et directeur de festival art depuis près de 40 ans. Bonsoir Marie-Alice Théa. On aura Guy Régis Junior de l'association Quatre Chemins. Son association a 21 ans cette année. Et on aura aussi Delorme son petit frère qui est éditeur et directeur littéraire de Leg Édition. Il dirige l'association Leg Littérature et la maison Leg Édition depuis 12 ans. Et enfin, on aura Nasson Pedro Théoné, excusez-moi, éditeur et fondateur des éditions Gouttelettes qui existent depuis 6 ans. Bienvenue, mes chers amis. On n'a pas beaucoup de temps. Bon, pour une bonne gestion, nous allons essayer de faire 3 tours de table. Dans le premier tour de table, vous allez essayer de présenter votre structure respective. Et dans un deuxième temps, vous allez essayer de nous dire vos méthodes pour accompagner les écrivains et les artistes haïtiens en ce temps de crise, si je peux dire ça comme ça. Et pour finir, dans un troisième temps, nous allons essayer de consacrer un temps pour le rapport entre création et crise. Voilà le décor. Je commence avec, oui, bonsoir Marie-Alice, je commence avec Marie-Alice. Marie-Alice, comme je viens de dire tout à l'heure, Marie-Alice est galériste. La galerie Festival Art a près de 40 ans de service continu en Haïti. C'est une galerie qui expose en plus d'une centaine de peintres haïtiens et étrangers. Martin, est-ce que tu peux nous dire comment l'idée de faire une galerie en Haïti, comment cela a commencé et comment tu fais pour nourrir ces 40 ans de travail? Tu as la parole, Matt. Merci, honneur. Ce que Respect, je Matt. dirais, c'est que je suis née dans un pays où les plages de paix sont rares. J'ai toujours connu la tumulte et le bouleversement des âmes chez moi en Haïti. Et étant donné que l'on dit que pour créer, il faut être en situation, nous sommes toujours en situation, donc nous créons. J'ai ouvert ma galerie en 1983 parce que j'avais initié le musée du Panthéon national en Haïti. Et je m'étais dit que le moment était arrivé pour moi de retourner à l'université pour étudier l'histoire de l'art et d'ouvrir une galerie parce que avant j'étais hôtelière. J'ai un diplôme en hôtellerie, spécialisation en relations publiques. J'ai ouvert ma galerie un petit peu avant le départ de Jean-Claude Duvalier, donc tant de disette, tant de frayeur, tant d'incertitude, avec 3 artistes. C'était en 1983. Actuellement, ils sont 243 à travailler avec moi de façon permanente.
Ce que je dirais, c'est que euh, quand il fait beau temps, quand nous avons des périodes d'accalmie, nous pouvons avoir des expositions chaque mois parce que les artistes haïtiens sont très prolifiques. Cependant, ce que j'ai remarqué, c'est que quand il fait mauvais, quand les temps sont durs, quand on manque du nécessaire, pour ne pas dire que l'on manque de tout, les Haïtiens ont une imagination qui devient de plus en plus fertile. Ils vont dans le fatras, par exemple, ramasser ce que personne n'aurait regardé et ils en sortent des œuvres d'art remarquables. Et jusqu'ici, je parle du présent maintenant, les choses sont devenues encore plus dures parce qu'on les tue. Les gens ont tendance à dire que la durée de vie d'un Haïtien est de 24 heures. Moi, je dis que la durée de vie est l'instant qui suit. Chez moi, par exemple, j'ai gardé les trous des balles. Je ne les ai pas bouchés parce qu'ils sont venus après moi 3 fois. Et 3 fois, pour une raison que j'ignore, ils m'ont raté. Mais je suis encore là. Et je veux que ma parole, mes écrits, puisque je suis écrivaine, j'ai publié 18 livres, je voudrais que mes écrits, que ma parole, même mon rictus, puisse réveiller chez les gens la citoyenneté, puisse réveiller l'amour, l'entraide et la fraternité. Car ce que je me demande, c'est mon questionnement, qu'est devenue l'humanité et qu'est devenue la morale? Et au mois de mai de cette année, les écrivains ont décidé de faire montre de résilience une fois de plus. Et au mois d'août, nous avons eu cette grande foire du livre, Livre en folie. On n'a jamais eu autant d'auteurs en signature, alors que nous manquons du pain quotidien. On se demande, est-ce que demain on va trouver de quoi manger? Vous me direz que c'est une figure de style quand on regarde ça de loin, mais il faut aussi voir la chose de près. Il faut comprendre que celui-là qui crée en Haïti, il crée parce qu'il a peur. Il crée parce que ses entrailles lui disent, c'est peut-être le dernier cri que tu auras à partager avec les autres. Et il est très, très dur pour nous de se dire que ce que nous écrivons ou ce que nous peignons va trouver résonance. Mais nous continuons à le faire. Et cette année, moi qui ai un chiffre d'affaires habituellement très élevé, j'ai vendu un tableau de 450 $. Et le chiffre m'a surpris. Pourquoi? Parce que j'ai eu 450 clients à laisser le pays. C'est l'exode. On s'en va ailleurs. Et on se demande quand cela va-t-il cesser? Et je me suis dit qu'il faut que je partage avec mes artistes ce slogan. Jamais plus. Plus jamais ça. Il faut qu'Haïti, une fois de plus, se réveille et il faut qu'Haïti, une fois de plus, étonne le monde. Et j'ai beaucoup, beaucoup d'espoir. Et je dis à mes artistes, continuez à créer parce qu'il y a quelque chose que j'ai rappelé, que j'ai ramené de l'Afrique quand je vivais là-bas, c'est que l'Africain vous disait, quand l'eau est sale, quand le niveau de l'eau est trop élevé, ne traverse pas vers l'autre rive, mais prépare ton baluchon. Car sitôt que le niveau de l'eau aura baissé, qu'elle deviendra plus claire, tu pourras traverser, mais tu seras prêt pour recommencer. Et je me dis qu'actuellement en Haïti, nous préparons nos baluchons et nous sommes prêts pour le recommencement, pour le réveil de la dignité, afin que nous puissions à nouveau, une fois de plus, marcher debout et être fiers d'être des Haïtiens. Alors, je suis fière d'être haïtienne. Et je porte ma souffrance, je porte mes manques
comme des étendards. Et je me dis, demain il fera soleil. Demain le coq chantera, non pas pour annoncer la mort, mais pour annoncer le retour de la vie chez nous une fois de plus, et pour une longue plage de paix. Merci de m'avoir écouté, j'ai été longue, je crois. Je m'arrête là. Merci, Matt. Bon, Guy, tu es là? Oui, je suis là. Bon, bonsoir, Guy. Bonsoir. Bon, Je veux juste savoir que vous me redisiez les consignes. bon, je te pose la question directement, comme ça tu auras une réponse. Bon, bon, le festival, Hein? Oui. Captain? Captain. C'est quoi ça, ce micro? Pedro, Pedro, tu as beaucoup de bruit chez toi. Pedro, Pedro, ok, c'est bon. Bon, là, c'est bon. Bon, Guy, le festival a 21 ans cette année. Ouais. Bon, tous les ans, tu organises un festival de théâtre en Haïti. Mhm. Est-ce que tu peux nous parler de tout ce qui constitue ce festival? Comment tu fais pour rester debout en ce temps de crise? Bonsoir tout le monde. Guy Régis Junior, dramaturge et metteur en scène. Cela m'arrive aussi de commettre d'autres textes, mais je préfère me présenter comme un homme de théâtre. Le Festival Quatre Chemins existe bien sûr avant que j'ai pris la direction. Le festival existe depuis 21 ans. J'ai pas toujours été le directeur de ce festival. Je me souviens du début du festival, c'était en 2003. J'avais une compagnie en 2001. Et tout ce début, pour ceux qui connaissent Haïti, savent que c'était une période assez houleuse. Il y avait 2004 qu'on allait honorer, qui marquait les 200 ans de notre indépendance, et une période assez trouble. Le festival a commencé comme ça, c'était en septembre 2003. J'avais fait un qui se terminait par une manifestation de rue. Et c'était une manifestation, bien sûr, inscrite dans la bataille contre la tendance à l'époque dictatoriale d'Aristide, parce que ça a commencé comme ça, l'embrigadement des jeunes dans les quartiers populaires. Et moi, je viens d'un quartier populaire à parler de cela, en tout cas à chasser ce type de pouvoir. Mon spectacle a commencé comme ça et a fini avec des jeunes qu'on a fait rentrer dans la salle d'Eldorado. Monsieur, mesdames, la société, veuillez vous mettre à genoux, le président de la République est un prêtre. Parce qu'il y avait déjà il faisait partie du clergé. En plus, en étant président, il prenait tous les Haïtiens comme des gens qui devaient répondre à la lettre à tout ce qu'il disait. Et quand Aristide est arrivé au pouvoir, j'avais 17 ans. Donc, moi, je n'ai pas voté ce type-là. Je n'ai pas pu voter ce type-là. Donc, tout mon théâtre exprimait, en tout cas à l'époque, le refus d'un type qui nous impose tout dans les quartiers populaires. Et on voit ce que ça peut donner aussi, l'embrigadement de ces jeunes-là. Donc, ça commence comme ça. Et puis, dans l'évolution des choses, j'ai été amené à faire des résidences à l'étranger. Et après 2004, donc 2005, Aristide finit par partir en 2004. Et à partir de 2004, j'ai commencé à voyager et je suis resté près de 5 ans à l'extérieur d'Haïti. Et quand je suis revenu au pays, 5 ans plus tard, j'ai été amené à diriger d'abord la section théâtre de l'École nationale des arts. Et ensuite, on m'a proposé de reprendre ce festival. Vous imaginez bien que
un festival où j'ai commencé ma première pièce avec autant d'implications. Et ça a été vraiment un vrai cadeau, mais en même temps un engagement. Et d'emblée, donc on est maintenant 10 ans plus tard, 2013, 2014, on me propose la direction 2013. En 2014, c'est les élections, 2013. Et c'est pareil, on va commencer un festival avec des balles qu'on tire partout, des élections qui n'ont pas eu lieu. On a dû refaire d'autres élections. Et ce qui petit à petit me fait comprendre que, comme l'a dit Maria-Lycéa tout à l'heure, il y a toujours eu des troubles, mais en même temps, je me rendais compte qu'on avait un festival qui avait déjà 10 ans, 2 mandats présidentiels, quand même important. Et je me suis donné comme objectif de continuer ces mandats et de montrer dans le cadre de ce festival qu'on peut, nous, faire des mandats longs qui se terminent bien et que pour donner exemple justement à ces gens-là qui ne sont jamais à l'heure. Donc les élections ont pris 1 an, voire 2 ans. Alors quand des élections durent dans un pays, c'est extrêmement important de comprendre tout le mal que ça fait. Je partais dans le nord du pays, tous les jeunes parlaient que de ça et des difficultés pour faire des élections. La difficulté que les gens se mettent ensemble pour juste organiser des élections. Des jeunes, mais je parle des jeunes de l'école primaire. Bien entendu, après 2014, le pays, bah, comme on le sait, a encore plus chuté. Il y a eu des élections 1 an plus tard et puis après, on a nommé un président. Mais ça continue à aller encore pire, vers le pire. En même temps, nous, on a eu toujours le même leitmotiv de reprendre ce festival avec aussi la certitude que les jeunes de ce pays vont participer. Et petit à petit, le festival a eu son public de l'université. D'une université qui, elle aussi, a subi énormément de coups, où les étudiants n'ont jamais eu une année normale. Le festival fait office de lieu, justement, de démocratisation de la culture et c'est là où ils viennent. C'est là où ça se passe. Je prends pour exemple, et je termine là, il y a 2 ans, il y a eu la Coupe du Monde et on a organisé le festival. Alors, pour ceux qui ne savent pas, mais Haïti, c'est un pays extrêmement focalisé sur le football parce que justement, c'est ce qu'on leur offre à ces jeunes-là. Eh bien, la salle était remplie de jeunes qui venaient payer leur place, malgré le Brésil, malgré l'Argentine. Et c'est le festival qui a gagné la Coupe du Monde. Voilà, merci. Merci, Guy. Bonsoir, Delormeson. Bon, j'enchaîne avec Delormeson. Bon, Leg Édition, tu diriges une maison d'édition et aussi une association dénommée Leg Édition. Bon, ces deux structures ont 12 ans. Bon, si je peux dire ça, c'est des structures post-séisme d'Haïti. Comment tu fais? Bon, j'aimerais te demander comment tu fais pour éditer des livres. Quel est ton projet éditorial pour essayer de résister en ce temps de crise ou bien en 7 ans de crise depuis après le tremblement du 12 janvier? Bonsoir Murline, bonsoir tout le monde. Donc, merci à l'Alliance pour cette opportunité. Alors, l'édition, comme tu l'as souligné dans ton intervention, dans ta présentation, c'est un projet qui est né euh, tout juste après le séisme du 12 janvier 2010. Donc, c'est-à-dire que c'est une structure euh, qui est née en temps de crise déjà, voyez? Et c'est au lendemain du 12 janvier que des amis et moi, entre autres Robert Charles, on avait commencé à réfléchir sur
comment on va faire, par exemple, pour continuer à vivre et à exister dans un pays où, euh, où tout tombe. Mais, et comme aime le dire Daniela Ferrière, et même si tout tombe, il reste encore la culture. Donc, pour nous, c'était un véritable défi. Euh, Trouver le moyen, ou du moins nous donner les moyens de continuer à vivre, à résister, à faire ce que nous avons toujours aimé, ce que nous avons toujours su faire, écrire, créer, produire. Et ça a commencé avec une revue, L'Aigle Littérature, qu'on a commencé à publier. Et, on a fait un premier numéro chez une édition de la place qui qui était à ses débuts aussi. C'était les éditions Rupture de Jean Minopole. Et à partir du deuxième numéro, donc on a pensé, en fait, comme l'idée de créer la maison d'édition était déjà en cours, donc on a monté la maison d'édition. Et il faut le dire, c'est aussi et surtout avec l'appui euh, d'amis, en fait, nous autres en premier, et d'amis, en fait, le Festival Arts, par exemple, de Marie-Alice Théa, qui avait cru au projet, qui l'a soutenu dès le départ. Et on a lancé le deuxième numéro et la maison d'édition. Donc, en 2022, on avait célébré nos 10 ans. Donc, cette année, c'est notre 12e anniversaire. Donc, on célèbre pas tous les ans l'anniversaire, mais on croit que jusqu'à aujourd'hui, et on n'a pas tous les jours, on n'a qu'une seule fois 12 ans. Et c'est pourquoi j'aime souvent dire que je suis très fier de faire partie de cette équipe que je considère si dynamique, inflexible et sereine, qui, malgré vents et marées, a toujours visé loin. Et dans un pays, on va dire, miné par le désespoir, le mensonge, la violence d'État, une violence qui est menée par ces gangs armés et où l'avenir est plus que jamais assombri. Donc, nous sommes une institution parmi d'autres qui a, en fait, qui a su faire la différence. Donc, et, et, et pendant nos 10 ans, on m'avait posé euh, la même question, comment on fait pour continuer à vivre, pour continuer à créer euh, en contexte de crise? Eh bien, j'aime répondre et par cette façon. C'est une maison d'édition que nous avons créée et Leg Édition. Et nous l'avons créée, cette maison d'édition, parce que c'est pour nous une vraie raison d'exister et, et de vivre. Vous voyez? Et peut-être que les gens peuvent voir en ce projet un projet utopique, une chimère, par exemple, parce que dans un pays comme Haïti, on ne saurait se permettre de rêver ou de crier et de croire espérer à partir du vide, par exemple. Eh bien, c'est justement parce que nous croyons qu'il est possible, nous autres, de donner forme à nos propres illusions que nous avons choisi d'investir dans le territoire des mots. Parce que nous avons choisi, par exemple, d'assiéger le champ des imaginaires. Donc, l'idée, c'est de prouver à qui que ce soit, d'abord à nous-mêmes, aux autres, que
nous pouvons inventer, j'ai envie de dire, d'autres avenirs. Nous pouvons créer d'autres avenirs avec des mots enjoués qui peuvent faire naître l'espoir. Donc, voilà. Et pour ce qui est de l'exécution et comment nous arrivons à résister et à créer, à mettre des couleurs sur euh, les pavés. Bon, j'ai remarqué que Pedro n'est pas avec nous. Du coup, bon, il n'est plus là. J'ai l'impression qu'il s'est déconnecté. Enfin, sans doute un problème de connexion parce qu'il est parti. Bon, ok. Peut-être qu'il va revenir. Peut-être, bon, on l'attend. Bon, j'enchaîne à nouveau avec Marie-Alice. Bon, Marie-Alice, bon, je sais que tu exposes, non seulement tu exposes les tableaux des peintres, mais de notre côté, tu essaies de les accompagner. Comment tu arrives à faire un tel mariage entre création et accompagnement, Marie-Alice? Comment tu fais ça? Ton micro, Matt, le micro. Ok, c'est bon là. Oui, je ne pense pas que j'ai grand effort à fournir pour réaliser ceci. Pourquoi? Parce que dans ma famille, chez moi, on a toujours eu un couvert en plus à la table. Parce que ma mère disait toujours, il y a certainement un ami ou une amie qui passera par là. Alors, ce que je répète souvent d'amusant, c'est que cette personne pouvait être de n'importe quelle classe sociale, de n'importe quelle appartenance, et on n'a jamais eu un roi ou une reine. Sauf qu'une fois, on a eu une reine de carnaval. Alors, je me suis dit, tiens, on a fréquenté la royauté quand même. Alors là, on a toujours chez nous ce besoin de participer, ce besoin de partage, ce besoin de faire circuler l'amour. Et l'un de mes souvenirs les plus agréables à partager, c'est que jour de Noël, je n'avais pas de chaussures. Et la mère de Junior Ledon, l'écrivain, m'a offert un cadeau des petits mocassins qu'elle avait reçus des États-Unis. Et j'avais des chaussures. Et depuis lors, je me dis, il faut que ceux-là que je fréquente aient des chaussures. Pourquoi est-ce que j'aurais trois chaussures si celui-là n'en a pas? Et je me suis rendu compte également qu'il y avait une facette très, très égoïste dans ce partage que je faisais. Parce que ces gens-là, à qui j'offrais un maillon de mon amitié, offraient quelque chose à quelqu'un d'autre. Et c'est ainsi qu'on arrivait à former des chaînes. Et je me rends compte que j'ai beaucoup, beaucoup reçu. Et cela m'est resté en mémoire que si je reçois et que je ne partage pas, je deviens stérile. Alors souvent, les gens me disent, quel âge as-tu? Je dis, ah, j'ai l'âge des jeunes qui sont autour de moi. Mais je suis quand même une arrière-grand-mère, alors je ne dis pas mon âge. Mais je pense que ma raison d'être heureuse dans la vie, et je le suis, même quand je traverse ces moments d'horreur en Haïti, je trouve des raisons d'être heureuse. Et quand on partage, on devient heureux. Et justement, Festival Partage. Et pas mal de mes artistes sont partis vers l'étranger et je me rends compte que cette lumière-là qu'ils ont emportée de la galerie continue à illuminer les endroits où ils vont. Et c'est plaisant. Et pourtant, quand je remonte l'histoire d'Haïti, je me rends compte que je ne suis pas une exception. Cela fait partie de notre culture. Nous sommes des vaudouisants, que nous soyons initiés ou pas. Et la chose, c'est que quand il y en a pour un, il y en a pour tous. Et c'est ce qui sauvera Haïti. Et actuellement, c'est ce qui nous sauve, c'est cette qualité
de partage, cette empathie que nous avons en commun, malgré cette horreur que nous traversons. Imaginez qu'en 2024, nous avons compté 131 enfants assassinés. Nous avons compté des familles qui avaient perdu de leurs membres parce qu'on avait installé un trafic d'organes qui est de plus en plus florissant. Nous vivons l'horreur, mais je me dis aussi que dans notre mémoire collective, on a eu cette souffrance intolérable et même inénarrable qui est celle de la colonisation. Je suis allée visiter euh, l'habitation Rose Hall à la Jamaïque pour voir les instruments de torture qu'on avait utilisés pour mes ancêtres, spécialement pour mon trisaïeul. Et arrivé en face du quatrième instrument, j'ai vomi. Et j'ai compris pourquoi. Nous autres Haïtiens, nous avons cette résilience chez nous qui nous fait prendre pour des gens qui sont apathiques. Nous ne sommes pas apathiques. Dans notre mémoire collective, nous avons connu pire. Donc, quelle que soit la souffrance, on se dit, bon Dieu, bon. Et pourtant, nous savons que nous allons réagir. Et c'est la raison pour laquelle je dis que tous ces artistes-là qui ont choisi de rester autour de moi, qui n'ont pas laissé le pays, et ils sont nombreux, certains font des petits commerces d'autres choses. De même que l'un de mes étudiants, qui a un QI très, très élevé, il a un postdoc, je le vois dans les rues avec un panier sur la tête et il vend des douces macos. C'est sa façon à lui d'être résilient. Donc je me dis, voilà, nous sommes des combattants, nous devons nous soutenir parce qu'Haïti va revivre. Et je suis fière. Merci, Et Matt. pour moi, c'est important, c'est très, très important de cultiver ce partage pour nous sentir vivants et rester vivants. Merci de m'avoir écouté. Merci, Matt. J'enchaîne avec Guy. Guy, bon, on sait que pour faire monter une pièce de théâtre, ça coûte cher. Voir un festival, ça coûte très, très cher pour faire un festival. Déjà, ça fait 20 ça fait 21e fois que l'association va faire un festival de théâtre. Dis-moi comment que tu fais pour résister, comment que tu fais pour, à chaque fois, pour monter le festival, pour monter une nouvelle pièce, comment que tu fais? Bon, déjà, l'idée de prendre la direction d'un festival, il y a la responsabilité de l'opérateur culturel, de celui qui va le faire. Il ne faut pas improviser. Je pense que c'est la même chose pour vous dans une maison d'édition. On va chercher des moyens. On va inventer comment trouver les moyens pour pouvoir aider les artistes à créer. Dès mon arrivée à la tête du festival, j'ai décidé que on allait chaque année avoir un artiste invité parce qu'il y a tellement d'artistes haïtiens que j'ai connus moi jeune et qui n'ont pas pu créer leurs pièces. Donc la première personne que j'ai voulu mettre en avant, c'était Sitou Kavé. C'est le dramaturge haïtien, l'un des plus, allez, on va dire l'un des plus anciens, avec une vingtaine de pièces de théâtre écrites sans être publiées. Plein de ces pièces n'ont pas été jouées. Donc, moi, ma volonté, c'était déjà qu'on puisse voir les pièces de Citeaux, que Citeaux soit mise à l'honneur. C'est un pays extraordinaire parce que tout de suite après avoir mis Citeaux à l'honneur dans le Festival des Quatre Chemins, eh ben, le Livre en Folie l'a fait après nous. C'est comme Mhm, si, c'est comme si justement ils n'avaient pas conscience que Citeaux était un immense écrivain, un immense poète, un immense dramaturge. C'est un pays où on ignore si les dramaturges sont des écrivains. Mhm. Alors que la pièce l'un des textes, l'un des écrits littéraires les plus connus dans la littérature haïtienne, c'est une pièce de théâtre que Marie-Alice Théard doit connaître très bien, Pelle-en-Tête. Même les illettrés connaissent deux rimes, deux répliques de cette pièce.
Et donc, l'écrivain de théâtre, c'est comme si c'était pas un écrivain, quoi. Il fait pas office d'écrivain. Donc, il fallait absolument faire. Et donc, d'emblée, comme ça, je vais vous le dire ici, là, directement, ce festival, je dirige avec 45 000 $ seulement. C'est un festival à la taille de la ville de Port-au-Prince qui compte quand même 2 400 000, 500 000 personnes, quoi. Bon, ça, c'est ce qu'on compte aujourd'hui. Je pense que Port-au-Prince doit compter près de 3 millions aujourd'hui. 45 000 $ avec les Belges qui donnaient de l'argent. Ils ont enlevé leur argent à la mort du président Jovenel. C'est comme si c'était nous qui avions tué Jovenel. Ils ont dit qu'on ne veut plus continuer à aider ce pays parce que votre président est mort. Moi, je leur ai demandé est-ce que c'est moi qui l'ai tué, quoi. C'est 5 000 $ qu'on donne tout de suite à la personne qu'on met à l'honneur. Parce qu'en Haïti, on adore mettre à l'honneur. On adore donner des plaques sans argent. Donc, donc dès que j'appelle un artiste pour lui dire ce soit toi l'artiste invité, je lui donne 5 000 $ américains pour créer sa pièce, pour faire ça. Donc, Florence, vous savez qu'elle va avoir 5 000 $. Mais 5 000 $, c'est rien pour créer 4 5 pièces. Je leur dis aussi d'aller voir Focal parce que Focal peut aussi aider à ajouter dans ce budget. Donc, cette économie-là, cette administration-là, il faut la connaître. Il faut savoir que quand tu fais un festival, il faut donner de l'argent aux gens. Ça, c'est la personne qui doit créer. Les autres qui vont faire partie du festival, je leur dis, j'achète vos spectacles. Ce qui les encourage pendant l'année à créer des spectacles, j'achète les spectacles. Les spectacles, on les achète à quelque chose comme 2 500, 3 000, 1 500 $ pour les spectacles. Et là, vous imaginez combien ça fait déjà? Il y a 10 spectacles. Et donc, ces 45 000 $ qu'on avait au début, je me suis dit, ben ça suffit pas. Et chaque année, à partir de janvier, je commence à appeler toutes les organisations qui existent en Haïti, les Suisses, donc les ambassades, les Suisses, les Américains et d'autres organisations internationales qui possèdent beaucoup d'argent et n'en font pas grand-chose je- pour le pays. Je vais les voir et je leur dis, voilà, il y a le Festival des Quatre Chemins qu'on va organiser. On aimerait bien faire des pièces de théâtre pour vous dans le social. C'est ce qui nous a amené à travailler avec ONU Femmes, Avocats sans frontières et toutes les actions que vous nous voyez mener pendant l'année. Ça permet de réunir de l'argent qu'on va mettre sur le festival. Mais un festival, c'est aussi avoir une équipe. Là, je parlais des artistes qu'on paye. Mais le gros lot du Mhm. budget, c'est pour payer toute cette équipe-là. Il y a des gens dans Quatre Chemins qui ont acheté, c'est dans Quatre Chemins qu'ils ont acheté leur premier ordinateur. Et donc, il faut imaginer que chaque année, on a quelque chose comme près de 30 000. Donc là, on n'est plus dans les 45 000, quoi. Comme salaire, il y a quand même une grosse enveloppe, près de 30 000, qu'il faut aller chercher pour payer tous ces gens, les jeunes que vous voyez, tout ça. Et c'est vraiment dans ces batailles pendant l'année qu'on arrive à réunir de l'argent parce que pour moi, organiser un festival, c'est d'abord passer l'argent, quoi, le nerf de la guerre. Il faut absolument avoir de l'argent pour payer les gens, pour que justement ça se passe bien. La première année, c'était compliqué. Il y avait Michael Jean qui était à l'UNESCO, elle a pu nous aider très rapidement. Mais chaque année, ça change. L'année dernière, pendant plusieurs années, on avait les Suisses. Ils avaient quand même une belle enveloppe. Ils sont venus en Haïti. C'était les seuls à pouvoir investir. Ils avaient près de 300 000 $ par an à investir dans la culture. Bien sûr, tout n'appartenait pas à Quatre Chemins. C'était toujours 15 000 chaque année. Il fallait faire des dossiers. Donc, chaque année, pendant toute l'année, je fais des dossiers et je vais chercher les moyens pour payer les artistes. L'année dernière, on a eu la chance justement de participer, par exemple, à la venue d'un certain Dieu Meusson. On a participé un peu au billet. Après, il fallait payer l'hébergement. Donc, on paye aussi l'hébergement. On aimerait bien pouvoir payer
en plein le billet pour inviter, parce que le festival, c'est aussi un espace, pas seulement de spectacle, mais un espace de débat, de mini-colloque, j'appelle ça. Et on avait la chance d'avoir plusieurs conférences de Tolérance qui étaient des moments très éclairants et extraordinaires. Il y avait beaucoup de questions. Ils l'ont bien embêté de la maison, il a souffert, monsieur. Et c'est ça que j'aime bien dans cet espace de théâtre où il y a débat. Voilà, donc c'est pour moi comme dans tous les pays du monde. C'est pas parce que c'est Haïti, dans tous les pays du monde, quand tu fais un festival, tu dois savoir où aller chercher l'argent et pas se dire que j'ai juste un festival, j'ai un peu de sous. Moi, j'ai tout de suite dit à Focal, vos 45 000 $ là, si je les prends, ça paye juste un salaire ou deux. C'est pas un festival, ça. C'est comme si on me donnait de l'argent, voilà, voilà, fais ce que tu veux. Non. Un festival, elles ont compris, et chaque année, elles comprennent très bien quand je leur dis, il faut qu'on aille chercher de l'argent ailleurs. Et ça nous est arrivé d'avoir des sponsors qui pouvaient donner 50 000 sur 3 ans. Et donc, ça faisait cette enveloppe. Et en fait, on est arrivé à quelque chose. L'année dernière, on a fait ce qu'ils appellent un audit. On est arrivé à quelque chose comme l'année dernière, 300 000 de budget l'année, 250 000 l'année d'avant. Mais vous imaginez, moi, j'aime bien dire ces chiffres, mais quand les Haïtiens entendent ces chiffres, ils pensent que ce serait bien de vous kidnapper. Mais bon, ils n'imaginent pas que c'est rien par rapport à un festival d'une ville de 3 millions, près de 3 millions d'habitants. On n'a pas l'impact que je rêve qu'on devrait avoir dans cette ville-là. Parce que justement, il n'y a pas assez de moyens. Un festival comme le Festival d'Avignon, dans une petite ville, Port-au-Prince, c'est immense. Avignon, c'est comme Jacmel. C'est des millions, ce festival. Et c'est 40 spectacles officiels. Je ne parle pas du festival off et toutes les compagnies qui sont subventionnées pour que ça devienne un festival. Festival d'Avignon, tous les hommes politiques, s'ils veulent gagner les élections, ils vont là-bas, hein. Donc, si vous imaginez si on avait un festival qui avait les subventions que ça devait avoir, on aurait un immense festival dans la Caraïbe. Voilà. Merci. Bon, Pedro, Pedro, tu es là? Bonsoir. Oui, oui, Nioline, je suis là. Bon, bon, comme tu as raté notre premier tour de table, bon, je vais te demander d'essayer de nous présenter ton profil éditorial de la maison Gouttelette. Comme ça, tu vas participer dans les autres questions. Ben, je vous remercie et je dois avant tout vous faire mes excuses parce que vous l'avez certainement remarqué, à chaque fois il y a une coupure et c'est dû à une panne liée au réseau Internet, en tout cas au réseau qui en grande partie nous alimente en Haïti. Et ça dure depuis plus d'une semaine déjà. Et Et donc, c'est un peu compliqué pour nous de nous reconnecter au reste du monde. Et donc, je suis euh, le fondateur des éditions Toutes Lettres. C'est une maison d'édition créée en 2018. Bien sûr, le projet de Toutes Lettres date de 2014, mais c'est vraiment en 2018 qu'on a commencé à publier. Et c'est une maison d'édition généraliste qui se veut une édition, j'ai envie de dire, alternative, dans le sens que ça entend répondre à un souci majeur euh, que, que, que connaissent, que partagent un certain nombre de jeunes gens qui produisent en Haïti. Dès le départ, nous avions été confrontés à ce genre de problème. Et donc, les éditions Gouttelettes, c'est ça, c'est cette édition qui s'intéresse Excusez-moi, aux jeunes Pedro. bleus. On t'entend avec beaucoup de bruit là. Il y a des bruits tout autour de toi.
Allô, Est-ce que Pedro? là, c'est mieux? Oui, allô? Oui, c'est mieux. Bon, c'est que j'ai dû me déplacer Mhm. et et, bon, pour me mettre à un endroit où ça semble mieux passer. Ah, ok. Mhm. Allez-y. Donc, est-ce que vous arrivez à m'entendre? Oui, ça va. C'est bon, allez-y. Oui, donc je disais que Gouttelette, que c'est l'une des, des contributions euh, qu'il existe en Haïti euh, à l'activité, aux activités culturelles globalement, et précisément à la littérature haïtienne. Parce que en Haïti, ils sont nombreux, les jeunes gens qui prennent ce genre d'initiative, en dépit des situations de crise que nous connaissons tous, et bon, j'ai envie de dire depuis toujours, mais qui veulent résister, qui veulent certainement, par une certaine foi en la beauté, qui se veut des résistants, des militants pour la beauté, donc contre la leader qui sévit en Haïti depuis quelque temps. Donc, Gouttelette et toutes les activités que nous entreprenons avec et se veut une contribution dans cet effort que nombre de gens en Haïti font pour lutter contre cette laideur qui s'installe dans nos vies de tous les jours. Donc, de nos activités, nous avons euh, le festival des rencontres, le festival du livre des rencontres philosophiques, littéraires et artistiques, qui en est cette année à sa cinquième édition, qui a été conçu non seulement pour promouvoir nos livres et et la littérature qu'il se produit aujourd'hui en Haïti et globalement, mais aussi euh, pour proposer à la communauté un autre espace parmi bien de rares, parce que euh, depuis 2020, on avait commencé à assister à une régression, à une diminution des activités de rencontres, des activités, des espaces de débat. Bien sûr, ça avait, et, euh, c'était lié aux troubles politiques qui croissaient. Et donc, ce festival, c'est un espace parmi les quelques rares, je disais, pour encourager euh, au débat, à la discussion. Et c'est la seule manière, nous pensons, que nous pourrons et arriver à une issue assez favorable au reste de la communauté. Ok. Merci, Pedro. Bon, je reviens à leur mission. Pour, pour publier un livre, Pedro, est-ce que tu peux couper le micro, s'il te plaît? Ok. De leur mission, bon, on sait pour publier un livre, pour, pour porter un livre dans ton catalogue, ça coûte beaucoup d'énergie, ça coûte beaucoup d'argent. Bon, tu as beaucoup de livres. Maintenant, à 12 ans, tu as beaucoup de livres dans ton catalogue. Comment tu fais, est-ce que tu peux nous dire comment tu fais pour accompagner ces auteurs, pour faire la promotion de ces livres pendant, pendant bon, je vais redire la même chose, pendant en ces temps de crise? Alors, nous avons un catalogue. Bon, les gens disent que notre catalogue est assez riche, mais pour nous autres, c'est pas encore le cas puisque nous avons maintenant et 10 ou 91 titres dans notre catalogue. C'est la preuve qu'on ne publie pas et beaucoup. On ne publie pas juste pour publier. Donc, on prend du temps pour publier. Ce qui veut dire que chez nous, à Lègue Édition, le temps de publication est relativement long, puisque le travail éditorial, ça coûte énormément pour nous, ça compte énormément, et, et nous prenons notre temps. Au fait, euh, Lègue, c'est une maison d'édition
indépendante consacrée à la littérature. Et j'ai toujours aimé dire que nous sommes, en termes financiers, une petite maison d'édition, puisque nous ne gérons pas beaucoup d'argent. Vous voyez, comme le festival Quatre Chemins, par exemple. Vous voyez? Et on n'a pas de bailleur, vraiment. Vous voyez? Et Mais, tu n'as pas cherché. et bon, je lance Pas pour l'appel. répondre, pas pour répondre. Oui, Je parce que lance- Guy vient de dire qu'il a beaucoup cherché. Peut-être toi, tu n'as pas j'ai cherché. cherché aussi, mais je lance l'appel à Guy Junior. Il peut quand même essayer de faire quelque chose pour nous. Vous voyez? Alors, mais en termes de projet, en termes d'idées, nous sommes une grande maison d'édition parce que nous voulons toujours innover, apporter quelque chose de neuf, vous voyez, et apporter du sang neuf. D'ailleurs, et quand nous avons créé Leg Édition en 2012, euh, euh, il y avait à l'époque, si je ne m'abuse pas, et les éditions Rupture, moi, j'ai pas peur de citer les noms des institutions, je les cite. Et c'est pas pour faire de la promotion, mais c'est tout simplement pour être objectif, comme dit le fait. Et il y avait les éditions Rupture, C3 éditions, et puis les éditions. Donc, on était quasiment les trois euh, plus grandes structures, je le dis, hein, parce que c'est vrai, il faut dire les choses comme elles sont. Et les trois plus grandes structures qui existaient à l'époque. Bon, de toute façon, c'est pas moi qui vais vous dire bon, que l'aigle était arrivé en tête quand même. Donc, tout cela pour vous dire que de 2012 à aujourd'hui, et nous avons fait école, beaucoup de maisons d'édition nous ont suivis et marchent sur nos traces, ce qui est bien, et nous sommes très fiers de cela. Euh, euh, 12 ans et a publié de la littérature mais on ne publie pas et comme je l'ai dit tantôt juste pour publier ou n'importe comment, nos publications s'inscrivent toujours en fait les publications s'inscrivent toujours dans ce que j'ai envie de dire dans une sorte dans des perspectives diverses. Et c'est pourquoi les textes sont distribués dans des collections. Et on a commencé avec quatre collections et aujourd'hui on est passé de quatre à 9 collections. La toute dernière collection à être ajoutée à la maison, c'est la collection Parole qui est consacrée à la publication de pièces de théâtre parce que pour nous, il n'y a pas de genre mineur. Vous voyez, même si le roman, c'est le genre qui est le plus commercialisé et la poésie est un peu moins, et nous, on a compris aujourd'hui que le théâtre était absent de notre catalogue et depuis l'année dernière, cette collection a été ajoutée à nos collections. Donc, comment on publie un livre? La question, ben, tout d'abord, on fait du compte d'éditeur. Vous voyez? Et cela dit, toute la responsabilité est portée par nous autres. Vous voyez, quand l'écrivain il envoie son tapuscrit, puisqu'on reçoit des manuscrits, depuis un certain laps de temps, c'est pas facile. En fait, c'est impossible de recevoir des manuscrits puisque euh, vu, ce qui, vu que c'est difficile d'avoir un espace propre à soi pour héberger la maison d'édition depuis que nos locaux ont été pillés en 2020 à Delma 8, vous voyez, dans ce quartier, un quartier et auparavant qui était dit résidentiel et qui est devenu une zone de non-droit depuis des années.
Donc, on reçoit que des tapuscrits. Donc, ce qui fait que entre le temps de réception d'un tapuscrit et le temps de lecture du texte, ça prend 6 mois. Vous voyez? Donc, on a une équipe et, constituée, un comité constitué de lecteurs qui s'occupe de la lecture des textes euh, qui sont payés à la pièce, vous voyez, hein, parce que c'est pas possible d'avoir des salariés tout au long de l'année, vous voyez, donc les services, on les sollicite et en fonction du besoin du moment, hein, et entre si le tapuscrit a eu un avis favorable de publication, ben, ça peut prendre jusqu'à un an et demi entre les différents en va-et-vient pour les lectures, relectures, révisions, corrections et le choix et en fait tout le reste du travail, ça relève de la maison d'édition, vous voyez, et jusqu'à la publication. Côté commercialisation, ben, tous nos livres sont disponibles à la librairie La Pléiade, qui est la seule, malheureusement, la seule librairie professionnelle du pays. De la même façon qu'il existe très peu de maisons d'édition professionnelles, peut-être qu'on va en parler à la fin et la question de la crise. Et on arrive quand même à écouler ben, tant bien que mal quelques titres. Vous voyez, quand on était au pays, on arrivait à parcourir les différentes villes du pays. On faisait les départements, on partait à l'aventure dans les écoles, dans les universités et pour animer des ateliers, pour organiser des ventes signatures, pour organiser des conférences. Et ça nous permettait d'écouler des livres. Et le titre aussi était sur les listes de certaines écoles. Ça nous avait permis de gagner un peu d'argent. Euh, mais depuis la crise de 2018-19, ben, ça a ralenti considérablement et les ventes ont diminué. Euh, Même en fait, quitte à la librairie, et déjà nous autres, le contact qu'on avait direct qu'on avait avec le public, puisqu'on allait vers le public, c'est impossible maintenant. Voilà, mais quand même, on arrive à garder un peu stable le prix de nos livres. On ne les a pas augmentés, vous voyez. Et sinon, et en fait, j'ai envie de dire de légère augmentation qu'il y a eu. Par exemple, euh, le prix, euh, le prix minimum d'un livre en 2021 jusqu'en en 2020-21 chez nous était de 500 gourdes. C'est passé de 500 à 700 50 gourdes. Mais aujourd'hui, le prix minimum, je crois que c'est de 800 gourdes, quelque chose comme ça, ce qui ne fait même pas, ce qui ne fait même pas c'est ça, 6 dollars, environ, ce n'est même pas 6 dollars américains, hein, quelques 5 dollars américains. Donc, vous voyez, alors qu'on n'est pas subventionné, mis à part la Fondation Connaissance et Liberté que je remercie, vous voyez, et infiniment, qui accompagne la publication et réalisation de la revue euh, Legs et littérature. Donc, voilà, et si tu veux qu'on parle chiffres, moi j'ai de petits chiffres à donner. On n'a même pas un chiffre d'affaires. Notre chiffre d'affaires n'avoisine même pas
les 5 000 $ américains qu'ils donnent aux artistes qui sont invités au festival. Vous voyez, ça n'avoisine même pas les 5 000 $. Donc, on ne peut même pas parler de budget de fonctionnement. Donc, mais quand même, on arrive à résister. Donc, on fait des choix stratégiques. Vous voyez, on peut pas, ce qui fait qu'on est très sélectif dans ce qu'on publie et on publie très peu également. Donc, voilà, donc la crise économique nous affecte considérablement et c'est dû à la crise politique qui sévit au pays depuis, j'ai envie de dire, 2018, quand il y a eu le premier pays loc le 6 juillet. Le président, il a été assassiné le 7 juillet, mais c'est 3 ans plus tard. Et ça a fait que la situation a empiré. Mais quand même, l'édition poursuit son travail. Donc, on continue à assiéger les imaginaires. Bon, merci de leur mission. Bon, il est déjà 4h06, chez moi 22h06. Bon, je vais essayer de vous poser une dernière question avant de passer la parole aux autres. Bon, ma dernière question c'est, est-ce que vous pensez qu'il y a des formules magiques, si je peux dire ça comme ça, des stratégies clés pour exister dans un pays assiégé, comme tu viens de dire là, comme Haïti? Bon, Marie-Alice, tu peux bien commencer si tu veux. Matt, ton micro, Matt. Le micro, Matt. Oui, 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 je l'ai mise en fonction. D'accord. Je pense qu'il y a une formule magique. La formule magique, c'est qu'on doit se dire, quand on a le dos au mur, il faut foncer. Mhm, Et je continue à foncer. Et je ne le regrette pas. En fait, et je suis beaucoup plus âgée que vous tous réunis. mhm, Depuis que j'ai 13 ans, je ne fais que ça. Parce que je me suis levée un matin et mon père n'était plus là. On l'avait mis en prison, c'était sous Duvalier. Et quand il est revenu, j'ai vu revenir une longue. Et il ne s'en est jamais remis. Donc, j'ai commencé à travailler à 13 ans. Et j'ai compris depuis que non n'était pas une réponse que je devais recevoir de quelqu'un. Donc, quand j'allais voir quelqu'un, quand je devais négocier et quand je me trouvais face à une situation, quelle qu'elle soit, non pour moi n'a jamais compté. Pour moi, c'était oui. Et il a fallu du temps avant que je me rende compte, quand je suis allée à l'université pour étudier l'hôtellerie, que ce que je faisais s'appelait manipulation positive. Et justement, actuellement, en Haïti, si on ne fait pas de manipulation positive, eh bien, on meurt parce que nous vivons dans l'urgence. Nous ne pouvons pas dire demain je ferai ceci, dans une semaine je ferai cela, c'est maintenant. Et c'est maintenant qu'il faut faire, et c'est maintenant qu'il faut agir, et c'est maintenant qu'il faut se battre. Et à tous les coups, je me dis aussi que on prend les écrivains pour des vendeurs de rêves. Et je me suis rendu compte que l'acte épistolaire en Haïti maintenant entrait dans ce sentiment d'urgence et prenait l'allure d'anticipation. Nous questionnons notre humanité. Et je me dis que quand un enfant de 13 ans a en main un Uzi, une mitraillette ou un AK-47 ou un, comment vous dites ça, Kalachnikov, mhm. eh bien cet enfant-là te dit les yeux dans les yeux, j'ai tué ma mère, j'ai tué mon père, j'ai tué mon frère. Et qu'on lui dit, mais pourquoi? Et il dit, parce que yo dit, moi, ton un Tintin dans la rue qui t'a pas annoncé moun kap vini. Donc, la vie n'a plus de valeur.
Donc, nous devons nous battre contre ça. Nous devons nous battre pour sauver cette jeunesse. Et ça fait des années depuis que je vois mes étudiants partir, aller se faire humilier ailleurs alors qu'ils avaient un quotient intellectuel très élevé. Actuellement, à MIT, il y a une jeune haïtienne qui a été acceptée avec full bourse parce qu'elle fait partie des 200 personnes à avoir le quotient intellectuel le plus avancé du monde. Nous sommes un pays de battants, nous sommes un pays de combattants, nous sommes un pays de vainqueurs. Nous ne devons pas baisser les bras devant l'horreur. Donc, non ne peut pas être une réponse. Je ne sais pas si je réponds à ta question ou si je suis passée à Oui, non, côté. Annalisa, non, ça va, c'est bon. Mais c'est ça ma raison de vivre et je vis comme ça. Et je ne peux donner d'exemple que sur moi-même. Quand je n'ai rien, je me dis que j'ai tout. Et avec ce tout, je pars à la conquête du rien, donc je fais quelque chose. Et voilà pourquoi j'arrive à tenir mes artistes en vie pour qu'ils continuent à créer. Parce que quand tu vois un artiste dire qu'il va devenir non pas cordonnier, mais réparateur de vieilles chaussures, ça te montre jusqu'à quel point on est dans une société qui est en déliquescence. Et le moment est arrivé où il faut redonner espoir à ces jeunes. Leur dire que vous aurez un métier et vous aurez du travail. Nous ne pouvons pas baisser les bras. Donc, quand on me dit que ça ne va pas, je dis, moi, je vais divinement bien. Et je vais très bien, Madame la Marquise. Merci de m'avoir écouté. Merci, Matt. Guy, Guy, t'es là? Oui, je suis là, bien sûr. Oh, il n'y a pas de formule magique. Haïti, c'est un pays, et c'est comme tous les pays, il y a des façons de faire. Oui, Le livre ne s'est pas développé tout seul en France. Le théâtre ne s'est pas développé tout seul. C'est une longue histoire. Ça m'est arrivé d'en parler avec quelques écrivains. Par exemple, très souvent, j'en ai parlé avec des écrivains et des artistes qui ont fait l'expérience du pouvoir. Il n'y a juste pas de politique culturelle dans ce pays. C'est un pays. C'est pas un endroit. C'est pas possible qu'il y ait jamais de réflexion là-dessus. J'ai discuté avec des écrivains, je leur ai dit, je comprends pas comment notre littérature, chaque année, il n'y ait pas un écrivain haïtien dans le baccalauréat, obligatoirement. Et que les gens achètent les livres de cet écrivain ou de cette écrivaine, et que d'un coup, cet écrivain ou cette écrivaine devienne millionnaire, qu'il soit publié dans son pays, et que les livres soient distribués. C'est pas énorme à faire. En plus, c'est les gens qui vont acheter les livres. Donc, il y a des politiques à mener. Et je pense que les Haïtiens voyagent et ils savent que c'est comme ça que ça doit se passer. Il y a juste eu, il y a toujours eu en Haïti énormément de gens incompétents dans ces postes-là. Du jour au lendemain, on a un ministre de la Culture qu'on ne connaît pas, une ministre de la Culture qu'on ne connaît pas, ou même si on les connaît, ils n'ont jamais su ce que c'était une politique culturelle. Il n'y a pas de lien vraiment. Là, aujourd'hui, on a un ministre de l'Éducation nationale qui fait office aussi de ministre de la Culture. Pourquoi est-ce que ça ne peut pas se faire, ça? L'éducation populaire et la culture. C'est juste un pays où il y a énormément de gens qui ne sont pas à leur place. C'est d'abord ça le problème. Donc, il n'y a pas de solution miracle. Il faut juste qu'à un moment, il y ait la femme qu'il faut ou l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. C'est comme ça que je peux répondre à la question. Ne serait-ce que pour la littérature, comment est-ce qu'un pays qui arrive à créer autant d'écrivains d'obédience internationale et que dans leur pays, ils ne peuvent même pas être publiés bien, à part l'aigle qui reprend nos livres, mais il n'y a pas les moyens pour justement permettre qu'il y ait 2 millions d'exemplaires. C'est pas possible, parce que ça ne va pas être écoulé. Parce qu'un écrivain haïtien, il pense dès qu'il écrit un livre, ou une écrivaine haïtienne, c'est bon, ça va. Mais non, ça doit être distribué, il doit y avoir beaucoup d'argent pour pousser le livre, il y a la communication sur le livre. Personne n'aide une maison comme l'aigle
auraient dû bénéficier de l'aide de l'État. Mais c'est très peu. Très peu d'institutions culturelles en Haïti sont soutenues par l'État qui ne connaît pas son rôle. Là, on parle sérieusement, si on parle sérieusement de culture et de... Moi, je pense souvent à cet exemple et je m'arrête là. Le Brésil sait très bien que les Brésiliens aiment le foot et qu'ils jouent bien au foot. Ils investissent dans le foot, ils ont fait plusieurs Coupes du Monde, ils vendent des joueurs. Nous savons très bien qu'on a des écrivains, qu'on a des artistes, qu'on a le meilleur artisanat de la Caraïbe. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'il y a d'investissement là-dedans? Il n'y a que des personnalités comme vous qui mettent toute leur vie là-dedans, alors qu'en fait, ça devait être une réflexion de l'État qui soutient et qui dit, bon, voilà où on commence, voilà où on en est, et voilà où je veux amener ça dans 10 ans, dans 20 ans. Donc là, ce qui périclite aujourd'hui, ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. Quand je regarde, quand vous dites qu'il n'y a pas de maison d'édition, mais bah, il n'y a pas de librairie, moi, quand j'étais petit, il y avait deux ou trois ou quatre. Déjà, c'était rien pour moi. Wal Sougari a te gen yon, mais librairie Auguste, t'es toujours gen Astérix qui était en Léa. Ensuite, t'es gagné, toujours gagné la Pléiade. Mais dans une ville comme Port-au-Prince, avec autant d'écrivains, on ne peut pas avoir quatre librairies, quoi. Et comme librairie en province. En fait, on a tout et en même temps, on s'est rendu compte un peu tard. Je pense qu'on a surtout eu un pays dans les années 40. Tu as eu la dictature qui a tout cassé. Et puis après, c'est devenu un endroit, mais un non-lieu, avec des endroits où on n'investit pas du tout. Et donc, bon, moi, si je pense pour répondre à la question, non seulement on crée des miracles, mais je trouve que ce n'est pas normal. Si on doit penser pays, on ne doit pas avoir que des initiatives de gens comme ça qui mettent la main à la pâte tout d'un coup, qui sauvent la situation. C'est pas ça un pays. Un pays, c'est de penser combien de librairies il doit y avoir dans le sud, combien de librairies il doit y avoir dans le nord, comment les aider, combien de maisons d'édition, c'est tout ça. Bon, voilà. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus, mais, mais vous m'avez posé une question, moi, qui justement m'énerve énormément. C'est pour ça que j'ai pris tout ce temps. Désolé. Merci, Guy. Dieu leur merci. Oui. Pedro est là. Moi, Non, Pedro n'est pas là. Bon. Pedro, tu es là? Oui, Pedro est Toi- revenu. Oui, oui, il est là. Pedro, Il vient de revenir. Pedro? Pedro, tu es là? Pedro. Bon, il n'est pas là. Bon, c'est dommage. Alors Bon. peut-être après Myriam, ouais. Voyons si oui, oui, oui. Mhm. Bon, Dieu leur mission, je te donne la parole. oui. Alors, moi, je dirais, j'abonderai dans le même sens que qui est Marie-Alice. Il n'y aurait pas de solution miracle. Aussi miracle qu'il pourrait y avoir, c'est de faire face à la crise. Il faut faire face à la crise de l'intelligence et faire obstacle à la déroute de l'intelligence. Euh, Depuis quelques années, ben, peut-être on va me dire que il y a eu cette crise il y a eu cette crise de l'intelligence. Le micro, Pedro. Merci. Allez-y, Dieu leur mission. Oui, je disais, il n'existe pas de solution miracle. Mhm. Si miracle, il y en aurait, ce serait de euh, faire obstacle à la déroute de l'intelligence. Vous voyez?
et ce qui nous amènera du coup à faire face à la crise de l'intelligence qu'il y a dans ce pays depuis des années. On va me dire que cette crise de l'intelligence, ça c'est pour faire un clin d'œil à l'essai de Michel Crozier et le sociologue français qui a travaillé sur la société, le fonctionnement de la société française qui faisait face à une crise dans les années 90 où il a, il a, il a diagnostiqué une sorte de dysfonctionnement des élites qui, à un certain moment, étaient incapables ou qui ne savaient pas se remettre en question. Vous voyez? Donc, ils ne savaient pas se remettre en question euh, et il était incapable en même temps de proposer des solutions aux problèmes que traversait le pays. Donc, ils se sont retournés vers une sorte de technocratie déconnectée des besoins réels de la société et de l'époque. Et et c'est ce qui se passe en Haïti depuis quelques temps. Peut-être que c'est une situation qu'il faudrait circonscrire depuis qu'il y a eu, pendant la période de la dictature, la fuite des intellectuels et pour ailleurs. Voyez, donc, il y a eu, c'est pas pour dire qu'il n'y a pas, il y a pas d'intellectuels au pays, mais il y a une crise. Une crise. Ils ne savent pas, ils sont incapables de se remettre en question. Ils sont déconnectés des vrais problèmes du pays. Sinon, ce qui les intéresse, la majorité d'entre eux, c'est de plutôt travailler à créer leur petit paradis au mépris du reste de la population dans un espace qu'on appellerait pays et ne le serait pas véritablement. Vous voyez? Donc, chacun cherche à sauver sa peau, à gagner sa proie au détriment des autres, alors que les élites auraient dû être là pour réfléchir, interroger et proposer. Vous voyez, c'est ça la vocation des élites. Vous voyez, et comme l'a si bien expliqué Jean Presmas dans son essai. Donc, de ce fait, cette crise de l'intelligence qui s'est augmentée après le séisme en 2011 avec l'arrivée de Michel Martelly au pouvoir, un musicien arrivé de nulle part, ça a conduit à une sorte de banalisation de l'intelligence, du savoir, et avec la participation, malheureusement, il faut le dire, et de nos élites, des intellectuels du pays. Et aujourd'hui, on voit le résultat. Donc, c'est face à cette déroute de l'intelligence, à mon avis, qu'il faudrait et, faire obstacle, si vous voulez. Vous voyez? Et essayer de restaurer en quelque sorte, de redonner à l'intelligence, au savoir et sa place. Et je pense que ce serait l'un des moyens euh, euh, de sauver ce pays, de le sortir de ce marasme dans lequel il s'enfonce au jour le jour. Donc, voilà pour ma part. Et ce serait l'occasion aussi, ce serait le moment où nous autres opérateurs culturels, éditeurs, et quand il y aurait ce travail qui aura été fait, quand il y aurait des hommes et des femmes qu'il faut à la place qu'il faut, donc à ce moment, donc on pourra effectivement
penser, créer, laisser quelque chose, ce que j'appellerais un legs pour les enfants, les générations à venir. Donc voilà. Merci de l'information. Bon, je passe à Pedro. Malheureusement, Pedro, bon, c'est ma toute dernière question. Bon, j'aimerais te demander, comme j'avais fait pour les autres, est-ce que, ou bien, est-ce que tu penses qu'il y a des formules magiques, des stratégies clés pour exister dans un pays assiégé comme Haïti? Ben, moi, je ne pense pas qu'il y ait une formule magique, de miracle, quoi. Et il n'y en a jamais eu, si ce n'est que la volonté des acteurs culturels de s'engager. La conscience que ça va pas bien, c'est pas la forme idéale, c'est pas la meilleure forme de vie possible, et que et qui sont sensibles aux questions liées à la dignité humaine, entre autres, et qui ont décidé de s'engager, à l'instar, bien sûr, d'un certain nombre de belles figures d'intellectuels de notre histoire, quoi. Là, je pense à Jacques Omer, au Dépestre, comme Jacques-Stéphane ici, pour ne m'en tenir qu'à eux. Et c'est la conception que moi je me fais de la culture, précisément de la littérature. Euh, et en tout cas, moi, je n'ai jamais pu concevoir la littérature sous aucune autre forme embarquée ici dans le sens sartrien du terme. Donc, pour moi, ce n'est pas une activité autotélique qui s'intéresserait exclusivement et précisément aux questions n'en déplaise aux esprits nostalgiques de l'époque et ou la critique en Europe dans le monde ou la critique en Europe comme dans le monde anglo-saxon lui donnait l'orientation formaliste que nous connaissons. Donc, moi, je ne puis penser l'activité de l'écrivain euh, et par extension l'activité des artistes sous autre forme, mais vraiment, en tout cas, sans leur liaison avec l'histoire, je ne peux les penser indépendamment des conjonctures sociales et politiques, euh, en tout cas des époques qui les ont vues naître. Donc, la formule, à mon sens, est liée à la fois, comme je disais, et, et au départ, à notre foi à la beauté, à notre, c'est un peu ça qui nous fait nous dresser contre les leaders de tous ordres, les leaders sous toutes ces formes, pour agir, bien sûr, pour brandir l'âme dont nous disposons, nous autres éditeurs, nous dressons à travers notre capacité, notre volonté, bien sûr, de, de diffuser, de rendre public les, les discours qui sont censés agir en ce sens contre cette leader et permettre à nos communautés de prendre conscience et par eux-mêmes, éventuellement, pourquoi pas, et en venir à agir. Donc, pour moi, il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas de miracle, là, si ce n'est que dans l'action, dans l'engagement. Ok, merci. Merci, Pedro.